Il suffit parfois d'essayer de s'imaginer payer son plein d'essence le double de son prix dès demain matin pour avoir des sueurs froides. Ah oui, c'est clair. Et ensuite, s'imaginer voir les rayons des supermarchés se vider d'ici la fin de la semaine. Ou même constater que nos billets d'avion pour les prochaines vacances sont annulés sans la moindre explication. Et le pire, c'est de réaliser que tout ça serait à cause d'un simple bras de mer. Un bras de mer de 39 km de large. Situé à l'autre bout du monde en plus. Exactement. Eh bien, aujourd'hui, notre exploration approfondie se penche précisément sur cette mécanique. On va décortiquer une série de rapports d'urgence, des déclarations politiques de haut niveau, des données militaires sur le Moyen-Orient et des analyses économiques mondiales. C'est une plongée assez intense pour le coup. Vraiment, parce que la mission de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de comprendre comment un ultimatum de quelques jours menace en ce moment même de paralyser l'économie mondiale entière. Et je pense qu'il est crucial de poser le cadre tout de suite. Les informations qu'on va aborder touchent à des enjeux géopolitiques extrêmement sensibles entre les États-Unis, l'Iran, Israël. Oui, tout à fait. Donc on va aborder ça de manière totalement analytique. On ne prend pas parti, on se contente d'observer les faits tels qu'ils sont présentés par les sources qu'on a sous les yeux, de manière neutre. Voilà, on rapporte les faits. Parce que ce qui est fascinant et terrifiant en même temps, c'est de voir à quelle vitesse une tension super localisée se métamorphose en une onde de choc globale. Ah bah, on ne parle pas du tout de théorie lointaine là. Les documents décrivent une mécanique implacable. Une décision prise à Washington, à Téhéran ou à Pékin se répercute instantanément sur le coût de notre alimentation. C'est fou. Bon, entrant directement dans le vif du sujet et dans la chronologie, le point de départ, l'étincelle de cette crise, c'est un ultimatum. Un ultimatum lancé par l'ancien président américain Donald Trump à l'Iran, oui. Et d'après nos sources, l'exigence est brutale. Le détroit d'Ormuz, qui a été bloqué, doit être rouvert. Et pas n'importe quand. Avant mardi. Juste mardi. Un délai jusqu'à mardi, c'est irréel. C'est très court, ouais. On parle pas de rendre un devoir en retard. On parle de rouvrir l'une des artères maritimes les plus militarisées et les plus complexes du monde, en moins de temps qu'il n'en faut pour organiser une simple réunion diplomatique de crise. C'est parce que ce guillet expéditif, c'est vraiment la clé de voûte de cette stratégie de pression militaire. Comment ça? En fait, imposer une fenêtre de temps aussi irréaliste, ça ne laisse aucune place aux négociations en coulisses. Le but, dans ce genre de rhétorique, c'est de créer un effet de sidération psychologique totale. D'accord. C'est une injonction binaire en somme, capitulation immédiate ou destruction. Surtout quand on lit les menaces factuelles qui accompagnent l'ultimatum. Si la réouverture n'a pas lieu d'ici ce fameux mardi, les cibles désignées sont spécifiques. Et elles ne sont pas que militaires. Exactement. Les rapports indiquent qu'un, je cite, enfer s'abattrait sur Téhéran, mais en visant les centrales électriques, C'est ça. les ponts. Et les infrastructures critiques. Mais on peut se demander pourquoi cibler le réseau électrique civil au lieu de viser juste les missiles dans le détroit. Il faut comprendre la logique de paralysie interne. Détruire une centrale électrique, c'est pas juste plonger une ville dans le noir pendant quelques heures. C'est quoi alors? C'est un effet domino foudroyant. Sans électricité, les pompes à eau de la ville s'arrêtent. Les stations d'épuration débordent. Les hôpitaux épuisent leurs générateurs de secours très vite. Ah oui, l'effondrement des services de base. Et les réseaux de télécommunications s'effondrent aussi. Donc la population ne peut plus s'informer et ça brouille la chaîne de commandement militaire. En fait, paralyser l'énergie d'un pays, c'est conçu pour l'asphyxier de l'intérieur. Pour créer un chaos civil intenable. Voilà, pour forcer le gouvernement à céder, à capituler, avant même qu'une confrontation militaire directe ou une longue guerre d'usure ne s'installe. Je vois. Moi, ça me fait penser à une analogie. Le détroit d'Ormuz, c'est un peu la valve de sécurité principale du système artériel mondial. C'est une bonne image, oui. Et cet ultimatum, ça revient à exiger de l'adversaire de rouvrir cette valve, sous peine de détruire physiquement son propre système de survie nationale. C'est exactement la dynamique. C'est la stratégie de l'accord de raid. Mais bon, l'efficacité de cette méthode repose sur une hypothèse majeure. Laquelle? Que l'adversaire clignera des yeux le premier. Que la menace d'effondrement va le faire plier. Or, quand on observe la réponse de Téhéran face à tout ça, l'équation change complètement. Ah oui, du tout au tout. Les rapports sont formels. La réponse, c'est un refus total de céder à la pression. Pas de zone grise diplomatique. Le rejet de tout cessez-le-feu temporaire est catégorique. Et ils ont même annoncé la préparation officielle d'une riposte qu'ils qualifient d'écrasante. Oui, et il y a une déclaration gouvernementale précise dans nos sources qui marque vraiment un point de non-retour. Ils disent que le détroit d'Ormuz ne retrouvera jamais son état d'avant-guerre. Cette phrase a fait trembler beaucoup d'analystes, je vous l'assure.
Mais justement, si on s'arrête là-dessus une seconde, si l'état d'avant-guerre, c'est-à-dire le passage sécurisé des pétroliers, est définitivement mort, vers quel genre de nouvelle normalité le commerce maritime se dirige-t-il en C'est fait? ça le problème. Ça veut dire qu'on se dirige vers un goulot d'étranglement militarisé en permanence, soumis à des risques de frappe continue. C'est terrifiant pour les chaînes d'approvisionnement. Et cette ligne rouge de l'escalade, elle est déjà en train d'être franchie sur le terrain. Pendant que le compte à rebours de l'ultimatum américain défile, les sources rapportent un deuxième front. Lequel? Des opérations militaires menées par Israël à l'intérieur même de l'Iran. C'est vrai, les rapports détaillent ces frappes. Et elles ont l'air très chirurgicales. On note d'abord la mort d'un haut responsable du renseignement de l'IRGC. Le corps des gardiens de la révolution islamique, oui. Voilà. Et ensuite, des attaques ciblées sur des sites énergétiques cruciaux. Et les documents mentionnent spécifiquement le champ gazier de South Pars. C'est colossal, South Pars. C'est l'un des plus grands champs gaziers au monde. Mais du coup, quel est le lien? Je veux dire, on comprend l'impact énergétique d'une frappe sur South Pars, mais pourquoi le lier stratégiquement à la mort de ce chef du renseignement? En fait, il faut vraiment lier les deux pour voir l'image globale. L'élimination d'un haut responsable du renseignement, ça vise à aveugler la chaîne de commandement militaire. D'accord. L'IRGC ne fait pas que gérer des troupes, il coordonne tout un réseau régional. Si vous détruisez le renseignement, la coordination devient chaotique. Et en parallèle, frapper South Pars. C'est couper l'artère financière, hein. Exactement. Ce n'est pas juste priver les civils de gaz. L'exploitation gazière génère des devises étrangères massives. Et ce sont ces devises qui financent l'armement et les opérations de l'IRGC. Donc, si je comprends bien, on assiste à une double pression qui vise à déstabiliser le pays de l'intérieur. Tout à fait. On coupe la tête avec l'assassinat ciblé et on coupe le sang financier en détruisant les capacités de production énergétique de South Pars. Et ce ciblage systématique de l'énergie, ça nous amène directement à comprendre pourquoi un conflit au Moyen-Orient affecte instantanément le portefeuille des citoyens du monde entier. C'est l'onde de choc économique mondial. Et les chiffres qu'on a dans ces rapports donnent le vertige. Pour prendre un exemple immédiat, aux États-Unis, le prix de l'essence a atteint environ 4,12 $ le gallon. Ce qui est une hausse brutale pour ce marché. Mais c'est pas seulement le prix à la pompe pour les voitures. Les données montrent que des vols commerciaux sont carrément annulés. En raison de pénurie de carburant, oui. Des avions cloués au sol parce que le kérosène manque physiquement. C'est le symptôme d'une économie mondiale qui étouffe. Et les sources donnent un autre exemple, marquant. Oui, l'impact sur la chaîne alimentaire. Voilà. Les agriculteurs britanniques, par exemple, sont déjà durement frappés par l'explosion de leurs coûts. Moi, j'utilise souvent l'image du jeu de domino impitoyable pour visualiser ça. C'est une bonne comparaison. C'est-à-dire que le premier domino tombe sur un champ gazier iranien, très loin, et par une réaction en chaîne, le dernier domino fait s'effondrer le budget d'un agriculteur au Royaume-Uni. Mais le lien entre les deux dominos est très spécifique en fait. Le coût du gaz naturel, c'est la base de tout. Ah bon? Même pour un agriculteur britannique? Oui, parce que la quasi-totalité des engrais azotés utilisés dans l'agriculture mondiale est fabriquée à partir de gaz naturel. Le gaz, c'est la matière première de l'engrais. Ah, d'accord. Donc moins de gaz extrait, c'est mathématiquement une pénurie d'engrais? Et sans engrais, les rendements agricoles chutent ou alors les coûts explosent. C'est la mécanique implacable de l'inflation alimentaire. Les rapports le disent clairement, une hausse inévitable des prix de la nourriture nous attend. Donc le coût de l'énergie dicte absolument chaque bien de consommation. C'est le coût caché de tout ce qu'on achète. Ça fracture les chaînes d'approvisionnement mondiales et ça crée une poussée d'inflation généralisée. C'est un cercle vicieux. Les pays occidentaux et du Moyen-Orient s'embourbent dans cette crise des hydrocarbures, gèrent l'inflation, préparent la guerre. Mais les rapports révèlent un contraste vraiment fascinant. Ah oui, l'autre grand acteur du dossier. La Chine. Pendant que tout le monde s'affronte, la Chine a l'air de profiter silencieusement de ce chaos. C'est de l'opportunisme stratégique pur. Les données sont très claires à ce sujet. Pékin investit massivement, mais vraiment massivement, dans les énergies renouvelables. Ouais, ils réduisent agressivement leur dépendance aux combustibles fossiles. Et ils se positionnent pour devenir le leader énergétique mondial absolu. Et ça s'accélère précisément au moment où le Moyen-Orient s'embrase. Ce que je trouve fascinant ici, c'est l'ironie stratégique de la situation. C'est comme observer deux adversaires se battre férocement pour le contrôle d'une ressource qui s'épuise. Le pétrole, oui. Pendant qu'un troisième acteur, la Chine, construit silencieusement le moteur qui rendra cette ressource obsolète. C'est une excellente métaphore. Mais il faut bien comprendre que cette accélération de la transition énergétique en Chine, telle qu'elle est décrite dans les rapports, ce n'est pas du tout par souci écologique. Non, non.
C'est quoi alors? C'est de la pure stratégie de sécurité nationale. C'est une quête d'indépendance économique. La Chine observe la vulnérabilité de l'Occident face à la fermeture du détroit d'Ormuz. Il voit que quelques navires bloqués peuvent paralyser un pays entier. Exactement. Le talon d'Achille, c'est la dépendance au pétrole importé par voie maritime, alors que l'énergie solaire ou éolienne, elle, est produite sur le territoire national. Ah, je vois. Elle ne traverse pas de détroits dangereux. Voilà, elle ne peut pas être bloquée par un ultimatum ou coulée par un sous-marin. En électrifiant son économie avec des renouvelables locaux, la Chine se met à l'abri de ses chantages géopolitiques. C'est super malin. Donc, avec toutes ces pièces placées sur l'échiquier, les menaces imminentes, l'inflation galopante et cette stratégie chinoise à long terme, il est temps de regarder comment ça pourrait se terminer. Les sources ont anticipé 3 grands scénarios de bascule, 3 directions possibles pour les jours à venir. Décortiquons-les. Le premier scénario envisagé, c'est que l'Iran rouvre le détroit à la toute dernière minute. Ce serait une désescalade sous une pression extrême. L'instinct de survie face à la menace de destruction des infrastructures. Mais face à cette option, on peut légitimement se demander comment c'est possible. Comment concilier la promesse ferme d'une riposte écrasante de la part de l'Iran avec une réouverture de dernière minute? C'est tout le paradoxe. S'ils reculent après avoir dit que le détroit ne retrouverait jamais son état d'avant-guerre, ils perdent la face devant le monde entier. C'est pour ça que peser le poids des mots face au pragmatisme est difficile. Dans la rhétorique de l'accord de Rhodes, reculer a un coût politique interne gigantesque, souvent perçu comme plus dangereux par les dirigeants qu'un affrontement. Ce qui nous pousse vers le deuxième scénario des rapports. Le délai expire et les États-Unis lancent les frappes massives promises sur Téhéran. Et là, l'effondrement des infrastructures iraniennes s'enclenche. Mais en réponse, la crise énergétique devient structurelle. On s'installe dans un blocage durable du pétrole et une inflation monstre. D'accord. Et le troisième scénario, c'est l'escalade totale. Le conflit devient complètement régional. Oui, engloutissant de multiples pays, des attaques sur les raffineries voisines, etc. Mais selon votre analyse de ces documents, y a-t-il un scénario gagnant pour l'économie mondiale? Honnêtement, non. Peu importe le scénario qui se réalisera, chacune de ces options aura des répercussions sismiques, économiques et géopolitiques. Les sources sont unanimes. Un retour au statu quo est devenu impossible. La blessure est déjà faite en quelque sorte. Exactement. Le système mondial est trop secoué. Bon, pour synthétiser tout ce qu'on vient d'aborder dans cette exploration approfondie, on voit bien que ce n'est pas juste une petite crise passagère. Loin de là. Entre les ultimatums américains exigeant la réouverture sous peine d'enfer, le refus catégorique iranien, les frappes israéliennes ciblées, l'inflation mondiale qui galope, et ce pivot silencieux mais massif de la Chine vers les renouvelables, C'est tout l'avenir de la paix et de l'énergie mondiale qui est en train de s'écrire sous nos yeux. je sais que vous aviez une dernière réflexion, un peu provocatrice à soumettre, construite à partir de ces faits. Oui, une pensée à méditer. Si on prend un peu de recul, l'effet secondaire de cette guerre terrible pour le contrôle du pétrole, c'est de pousser les grandes puissances, comme la Chine, à devenir totalement indépendantes des énergies fossiles par instant de survie. D'accord. Donc, le véritable perdant à très long terme de tout ce conflit, ne serait-ce pas l'or noir lui-même? Le pétrole risque d'être rendu stratégiquement obsolète, et non pas par l'écologie, mais par la violence de la crise censée le protéger. C'est une conclusion fascinante, que la ressource meurt de sa propre toxicité géopolitique en fait. En attendant, on rappelle que la situation sur le terrain continue d'évoluer d'heure en heure. On vous invite à rester curieux, à continuer de suivre les faits et à vous demander si l'on se dirige vers l'aggravation redoutée ou une désescalade inattendue.